Bonjour à tous. Merci Rudy et j'ai Sébastien. Super. Eh ben, bienvenue à tous. Donc, on a commencé à 16h10 parce que je me suis dit qu'il y avait déjà pas mal de monde. Pour information, l'événement est enregistré. Donc, juste sur cette partie présentation, ça permettra ensuite de pouvoir vous fournir un replay au cas où si vous vouliez le revoir ou si vous voulez le donner à d'autres personnes. Donc, je vais commencer à partager mon écran. Hop. Alors, juste pour vous expliquer un petit peu le Rémo, donc le site sur lequel on est, vous avez sur la partie de droite soit un chat, donc là vous pouvez écrire librement, et sur la partie de droite vous avez un onglet Q&A où vous pouvez poser vos questions tout au long de nos présentations. Voilà, et on pourra vous y répondre donc à la fin. Et puis du coup, je vais laisser Sébastien et Rudy se présenter avant qu'on commence. Je me présenterai après. Qui veut commencer? Ouais, c'est la meilleure Sébastien. Bonjour à tous, donc je suis Sébastien Coustou, je suis fondateur de Data for Sports et on essaye de rendre la data facile d'accès et utilisable au sein des clubs. Super. Bonjour à tous, c'est Rudy Cuny, je suis responsable du département analyse au Stade Rennais et j'ai la chance de collaborer à la fois avec Sébastien et Mélanie. Et voilà. Merci. Et donc moi, c'est Mélanie, je travaille chez The Information Lab et aujourd'hui, je suis présente parce que je m'occupe donc un petit peu de développer finalement la data dans le sport, notamment avec Tableau et donc avec Sébastien également. Donc, comment ça va se passer? Donc là, on va vous présenter un petit peu des cas d'usage. Donc, Sébastien et moi, on va vous présenter les cas d'usage un petit peu généralistes de la data dans le sport. Et ensuite, Rudy vous parlera un petit peu de son expérience. Et ensuite, on passera aux questions, donc si vous avez des questions. Et à la fin, on aura un temps d'échange donc, sur les tables, comme vous avez pu le faire juste avant qu'on passe en mode plénière. Voilà, donc finalement la data aujourd'hui dans le sport, c'est pour tous, parce que vous soyez entraîneur, analyste, recruteur, peu importe le type de sport dans lequel vous êtes, vous pouvez utiliser la donnée pour suivre et améliorer vos performances. Et donc là, on va vous parler de quelques cas d'usage qui peuvent être utilisés dans vos clubs sportifs, donc soit pour la préparation de la saison, soit pour le pilotage du club, et également pour vos jours de match. Et je te laisse la main, Sébastien. Merci Mélanie. On va présenter rapidement 4 cas d'usage reliés aux sportifs sur comment est-ce qu'on peut utiliser la data dans un club. Le premier dont on va parler, c'est le recrutement. De plus en plus, les clubs utilisent les sources de données, qu'elles soient publiques et disponibles gratuitement en ligne ou des sources de données que les clubs achètent, type Instat, type StatsBomb, etc. Et cette donnée-là, bien analysée, va permettre de faire plusieurs choses. Premièrement, de restreindre le temps passé sur chaque joueur qu'on va vouloir recruter et de se concentrer vraiment sur les joueurs qu'on a identifiés comme étant à plus fort potentiel ou correspondant le mieux au style de jeu. Ça va aussi permettre de voir plus loin que ce qu'on peut faire avec l'œil et d'étudier des pays où on n'a pas nécessairement de recruteurs sur place, mais qui sont suivis sur la donnée. L'objectif étant à la fin de prendre des meilleures décisions et d'éviter des surinvestissements sur des joueurs qui ne vaudraient pas nécessairement le coup et de maximiser la valeur des joueurs qu'on a en interne. Pour le premier, voilà un peu ce qu'on peut faire avec la data dans le recrutement. Sur le deuxième, sur tout ce qui va être la condition physique et la préparation physique, la donnée permet aujourd'hui de mieux planifier les séances d'entraînement. La donnée permet aujourd'hui d'avoir une meilleure vision
de ce qu'ont fait les joueurs au cours d'une semaine, au cours d'un mois, pour être en mesure de mieux adapter, personnaliser l'entraînement, mais aussi de mieux gérer la fatigue et d'essayer, sans rentrer dans de la prédiction, mais d'essayer de minimiser le risque de blessure des joueurs. Si je vous demande qu'est-ce qu'ont fait vos athlètes il y a 10 jours comme entraînement, je pense que de tête, ça va être un peu compliqué. La donnée est là vraiment pour aider et aiguiller les staffs durant la saison. Le troisième sur la partie sportive, qui va être vraiment sur le développement des joueurs. Comment est-ce qu'on améliore une équipe professionnelle, ou comment est-ce qu'on permet à des jeunes joueurs en centre de formation d'atteindre tout leur potentiel, que ce soit technique, physique, en identifiant par exemple des couloirs de performance, et comment est-ce qu'on fait ça au quotidien, comment est-ce qu'on implique les joueurs dans leur développement, et comment est-ce qu'on est en mesure de corriger soit des points à améliorer chez les joueurs, soit d'adapter le plan de jeu aux joueurs qu'on a à disposition, notamment en cas de blessure par exemple. Et enfin le dernier, qui va être sur comment est-ce que justement on définit une stratégie de jeu. De plus en plus de données sont disponibles pour les clubs, par exemple les données Opta dans le football et dans le rugby, qui permettent d'avoir accès avant le match à une mine d'informations sur l'adversaire, vont permettre aux analystes de savoir sur quoi concentrer leur temps, vont permettre au coach de mieux affiner son plan de jeu en sachant sur quoi s'axer, que ce soit offensivement ou défensivement. L'objectif étant de rationaliser la décision et de prendre des décisions, de prendre les bonnes décisions avant un match, pendant un match et après un match. Donc voilà un peu les quatre exemples de cas d'usage de la data dans un club. Il y en a des milliers. C'est infini. Et si vous voulez qu'on en discute un peu plus, on pourra le faire à la suite des présentations durant le temps d'échange. Avec plaisir. Merci Sébastien. Et donc pour compléter tout ça, finalement, vous pouvez aussi donc utiliser la donnée pour piloter votre club. Vous avez bien évidemment tout ce qui est pilotage assez généraliste avec des KPI, mais vous avez également tout ce qui est ticketing et vente de jours de match. Donc par exemple, savoir à peu près combien de guichets ouvrir et à quel endroit. Vous avez aussi tout l'aspect merchandising. Et enfin, l'aspect ressources humaines, par exemple, gérer les contrats de vos joueurs, qui peut être parfois assez complexe. Donc là, ça peut être un autre cas d'usage pour pouvoir utiliser la donnée dans votre club. Voilà. Mais tout ça, c'est bien beau, mais parlons également préparation de la donnée. Et donc pour ça, je repasse la main à Sébastien. La donnée dans les clubs prend de plus en plus de place. Il y a de plus en plus de sources de données différentes, que ce soit des sources de données que le club achète, que le club peut récupérer directement ou indirectement, que le club produit au travers de ses GPS, de ce qu'il peut en faire, et de tout ce qui va tourner autour de l'athlète, son entraînement. Et cette donnée-là, elle est utilisée par plusieurs personnes au sein d'un club. Et donc, si on regarde un peu un exemple de club avec toutes les données qu'il a et qui va s'en servir, pour l'instant, on a une vision très claire des données qu'on peut utiliser et de qui va s'en servir. Maintenant, si on décide de relier un peu les données avec qui on a besoin, on se rend compte que c'est légèrement plus compliqué. Et donc, là, on se rend bien compte que si chacun essaie de gérer les données à sa manière, on va pas pouvoir les exploiter au maximum. C'est impossible de démêler ce nœud de spaghetti.
Ce qu'on propose avec Data for Sports, en une phrase, c'est de réellement devenir un hub pour cette donnée, que les clubs soient en mesure de déposer, d'exporter leurs données directement au sein d'une plateforme et qu'ensuite, chacun puisse accéder à l'information dont il a besoin, quand il en a besoin, le plus rapidement possible et le plus visuellement possible. On utilise Tableau pour restituer la donnée en s'appuyant sur vraiment 3 principes que sont croisés pour être en mesure de croiser la donnée, les différentes sources de données qu'on va avoir, qu'elles soient physiques, techniques, médicales, des données de joueurs qui ne jouent pas dans l'équipe pour le recrutement, etc. De l'analyser, d'essayer d'identifier les points intéressants qui vont dire aux analystes, qui vont dire aux préparateurs, qui vont dire aux recruteurs, aux médecins, où se concentrer, et enfin la restituer au travers de tableaux de bord créés sur Tableau pour Data for Sports. Et je laisse Mélanie présenter Tableau un peu plus en détail et la force de l'outil. Merci. Donc l'environnement Tableau, si vous ne connaissez pas, je me suis dit, imaginez-le un petit peu comme un match. Vous préparez votre partie, vous allez ensuite vous entraîner, puis vous allez jouer et analyser vos performances, et ensuite vous allez améliorer votre jeu pour les futurs matchs avec votre coach, et puis si vous le souhaitez, partager aux autres joueurs vos performances. Donc finalement, l'environnement Tableau, c'est vraiment ça. Vous allez préparer vos données, vous avez des sources de données. Donc c'est le cas par exemple avec Data for Sports, que vous incluez dans Tableau, dans lequel vous allez développer vos tableaux de bord, puis ensuite les partager et les mettre en collaboration finalement sur online ou sur serveur. Et donc tout de suite, je vais vous montrer qu'est-ce que ça peut donner sur Tableau. Un exemple de visualisation qu'a développé Sébastien. Et donc, vous pouvez voir ici l'analyse des opportunités lors d'un match de Ligue 1. Et l'avantage, c'est lorsqu'on clique sur un point, vous avez la vidéo du match qui s'affiche. Il y a un petit temps de chargement, excusez-moi. Il y a la vidéo qui s'affiche et qui vous permet donc de voir vraiment le moment du match lié au point que vous avez sélectionné. Donc, je vais recommencer. Et à droite, la vidéo qui s'affiche. Je ne mets pas le son, c'est en espagnol. Mais voilà, vous pouvez voir le match. Est-ce que tu veux commenter un petit peu plus, Sébastien? Très rapidement, l'objectif, c'est d'appliquer, de regarder la notion d'expected goals, qui est une métrique qui est très répandue maintenant dans le football. Pour la résumer en une phrase, c'est est-ce qu'un tir avait une grande chance de se transformer en but ou pas, et d'axer comme ça l'analyse, qu'elle soit pré-match ou post-match, pour essayer de regarder la création d'opportunités adverses ou la création d'opportunités de l'équipe, pour savoir sur quoi se concentrer pour nous en attaque et sur quoi se concentrer en défense par rapport au dernier match de l'adversaire, en ayant un lien entre la donnée, la data science et la vidéo. Super. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou dans le Q&A. Et puis pour le moment, je vais repasser la main à Rudy, qui va nous parler de son expérience avec la donnée. Alors, je vais vous partager mon écran d'abord. Sébastien, Mamie, est-ce que c'est OK? Oui. Là, c'est bon. Ok, écoutez, bonjour à tous. Moi, je vais essayer de balayer assez large, trop dans le précis foot. Je sais qu'on a un public avec à la fois des participants purement dans des clubs foot, voire rugby, mais on a aussi des participants d'autres secteurs, d'autres domaines. Donc, c'est justement hyper intéressant de pouvoir partager avec vous, et je serai hyper preneur d'échanger
après cette présentation. L'idée, c'est de vous faire rapidement un petit historique de ces 3 dernières années au club, parce que moi, ça fait 3 ans que je suis ici, de ces 3 dernières saisons au club, de un peu notre façon de penser et de l'évolution qu'on a pu avoir à la fois dans nos process et dans la structuration qu'on commence à mettre en place pour commencer à utiliser les données. Et puis, dans un second temps, je vous parlerai un petit peu de quelques cas pratiques d'usage que je peux avoir, à la fois avec l'aide de Mélanie et de Sébastien avec Data for Sport et avec Tableau qu'on utilise maintenant au club cette saison. Ça a été une évolution constante en plusieurs étapes. Alors, on n'a pas voulu aller trop vite, mais globalement, on peut la classer en 3 étapes. Moi, je suis arrivé en 2018 au club. Donc, il y a la première saison 2018-2019. La deuxième saison, qui, comme vous le savez, avec le Covid, a été arrêtée en mars, avec une période importante pour moi. Je vous expliquerai ça après sur la première période du confinement et puis un petit peu là où on en est cette saison. Quand je suis arrivé au club, c'était une saison d'Europa League. Europa League, donc avec beaucoup de matchs préparés, à gérer, à faire des retours. C'était tous les 3 jours plus ou moins. On a eu 58 matchs sur la saison. Sur une saison de foot, c'est 38 matchs en Ligue 1. Quand on joue le Betis de Séville le 14 février en Europa League, on est déjà à 38 matchs sur la saison. Donc on a déjà fait une saison, déjà début février. Donc ça, c'est un peu pour vous situer la masse de travail et de matchs qu'on a eu à préparer cette saison-là sur un club qui n'était pas habitué à jouer tous les 3 jours. Donc il a fallu essayer déjà de travailler énormément, mais ça a aussi accéléré un petit peu le process qu'il y a eu sur les années suivantes pour essayer d'optimiser un petit peu notre manière de travailler. Ce match qu'on a joué donc début février, c'était le premier match en 16e de finale de Coupe d'Europe du club, donc évidemment qu'il avait une importance énorme. Et dans notre façon de fonctionner, ici, je vous ai noté que c'était des stats qu'on créait en fait manuellement. On avait quelques providers extérieurs, mais qu'on n'utilisait que très peu. Donc, nous, ce qu'on a voulu, et on a avec un staff, comme je vous le mets ici, qui était très sensible, en tout cas qui était réceptif aux data, et moi qui essayais de pousser un petit peu pour qu'ils le soient toujours plus et les sensibiliser à ça. On avait une logique constante de vouloir quantifier ce qui se passait dans le jeu. Et sur l'exemple du Betis de Séville, par exemple, tout simplement, moi j'étais tout seul pour le coup à ce moment-là. Et j'ai pris en vidéo les 400-450 dernières sorties de balles du Betis de Séville qui avait une façon de jouer qui était assez atypique. Et manuellement, je suis allé rajouter est-ce qu'ils sortent le ballon à droite, à gauche, sous pression, sans pression, quel joueur sort le ballon. Enfin, voilà, j'ai rajouté pas mal d'indicateurs. Je voulais vraiment quantifier et aller donner des indicateurs qualitatifs pour le coup. Et derrière ça, nous, on a remarqué, à partir voilà, de ce travail manuel et de petites fourmis, qu'il y avait des différences qui étaient plutôt significatives dans la manière de sortir le ballon du FC Séville, en fonction s'ils étaient du Betis Séville, en fonction de savoir s'ils étaient sous pression, sans pression, s'ils sortaient sur leur côté droit ou sur leur côté gauche. Et en rapport à ça, le coach a été hyper sensible à ça, le staff aussi. Et on a adapté un plan de jeu. Pas qu'autour de ça, mais en tout cas, c'est rentré dans la façon de fonctionner sur le plan de jeu. Et c'est un exemple parmi tant d'autres sur cette saison où, en fait, pour amener comment dire, l'intérêt que pouvaient avoir des datas plus exploitées dans le staff, il a fallu les faire moi-même et les amener et éduquer un petit peu tout le monde à ça. Ça a pris, ça a permis en fin de saison d'avoir une petite réflexion. Oui, cette saison-là, on a aussi allé au bout en Coupe de France, mais c'est pour dire, voilà, 58 matchs, beaucoup de matchs à préparer, et sur chaque match, de la préparation manuelle, et c'était du travail vraiment match à match et assez peu d'archivage de nos données. On a eu une réflexion pour pouvoir essayer d'accélérer tout notre process de travail et essayer d'aller un petit peu plus loin dans nos données et dans les données avancées. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a reçu pas mal de prestataires. Et moi, la façon que j'ai eu de réfléchir, c'est peut-être la bonne, pas la bonne, on ne sait pas trop, mais en tout cas, dans un club de foot,
Et notamment sur la partie sportive, on a besoin de résultats qui soient très rapides. C'est difficile à faire entendre aujourd'hui de dire on aura des résultats dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ou 5 ans. Donc moi, ce que j'ai eu comme réflexion, c'est de dire on va investir dans une plateforme toute faite, entre guillemets, qui nous permet d'avoir des résultats et un traitement des données plus avancé et d'avoir des indicateurs qui correspondent parfaitement à ce qu'on veut dans notre préparation de match et plus avoir besoin de faire ça manuellement. Donc on a investi dans cette plateforme-là pour que ça rentre dans notre process au quotidien. Et à côté de ça, j'avais quand même l'idée de pouvoir traiter une base de données et de récupérer plus de données sur X championnats et pouvoir, en dehors du quotidien de la préparation de match, pouvoir avoir une vision un peu plus à recul et pouvoir faire des études sur le jeu, sur les joueurs, de façon un petit peu plus large. Cette saison-là, on jouait aussi la Coupe d'Europe. Et on est allé assez loin aussi en Coupe de France. On est allé en demi-finale. Donc pareil, même si la saison s'est arrêtée en mars, on avait déjà joué une saison complète avec 40 matchs déjà de jouer. Et ce qu'on a fait aussi, vous pouvez voir là, c'est qu'on a eu l'apport d'un analyste supplémentaire qui m'a beaucoup aidé sur tout le travail quantitatif et qui a grandement participé à cette évolution-là. Et c'était déjà entre l'investissement sur plus de moyens mis autour de la donnée et de la traitement de cette donnée-là et l'ajout d'un moyen humain supplémentaire, c'était déjà un premier pas. La saison s'est arrêtée. Et comme beaucoup, je pense que ce soit dans les clubs ou pour ceux qui ont eu une période de coupure, moi, ça m'a permis, c'est vrai que dans les clubs, dans le quotidien, comme on dit, on a la tête dans la machine à laver et on a du mal à prendre du recul. Moi, ça m'a permis d'aller un petit peu plus loin sur la base de données qu'on utilisait au final assez peu ou pas assez. Donc, j'ai essayé d'explorer un peu plus la base, de travailler et dans un but de fournir une étude sur le jeu. Voilà, et des tendances de jeu, ce vers quoi tend le foot, dans les indicateurs que j'avais déterminés au niveau français, au niveau européen, et d'essayer d'imaginer ce qui serait un petit peu dans les prochaines années. Je l'ai fait en passant pas mal de temps dessus, mais ça avait toujours ses limites aussi, et ça a accentué ma volonté de vouloir structurer un petit peu plus le club, que ce soit en moyen, en spécialiste, et notamment en matière humaine aussi. Donc, il y a eu cette période de réflexion, et ce qui est marrant, c'est qu'à, je pense, 5-6 jours d'écart, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé à la fois Sébastien et à la fois Mélanie, et je leur ai expliqué un petit peu la démarche qu'on avait au club, et ça a abouti en début de saison, au fait qu'on ait un petit partenariat à la fois avec les deux pour pouvoir avancer encore plus cette année. Cette année, l'idée, c'était d'essayer d'avancer encore un petit peu plus, de faire évoluer la structure, déjà en partie humaine, donc en structurant déjà ça un petit peu mieux. Donc moi, je suis passé sur le poste de responsable du département de l'analyse, et l'analyse qui m'avait rejoint la saison passée est restée, et j'ai eu l'ajout aussi de 2 personnes supplémentaires qui sont arrivées sous forme de stage, mais qui travaillent pleinement et au quotidien avec Nathan, mon collègue. Donc, ça me fait 3 analystes au quotidien. Nathan m'a beaucoup apporté sur la partie quantitative autour de la vidéo et de la préparation du match. Et j'ai souhaité incorporer Aurélien et Thomas, qui ont un profil plus data et qui ont beaucoup plus utilisé notamment l'outil Tableau. En plus, qu'on puisse utiliser Data for Sport avec le staff, et ça, je vous montrerai après. L'idée, c'était qu'on ait toujours ce travail match à match, mais aussi qu'on optimise en temps et en qualité la façon qu'on a de travailler sur l'adversaire en pré-match, qu'on ait un meilleur travail en live et sur nos rapports de match, juste statistiques. Et après, moi, c'est vraiment moi qui voulais explorer un petit peu plus, aller un petit peu plus loin sur le travail exploratoire. Donc, ce que j'appelle travail exploratoire, c'est l'étude de notre jeu. On avait vraiment, comment dire, un mode de jeu qui était plutôt spécifique et on voulait vraiment s'accentuer beaucoup plus sur nous et sur notre modèle de jeu. Voilà, j'y arrive. On a un modèle de jeu qui était spécifique, et l'idée, c'était de l'explorer, de pouvoir le quantifier et de voir les axes de développement. Je vous présenterai ça après. Et après, moi, un intérêt que je vois aussi à la data sur la partie sportive,
mais vraiment partie tactique, on va dire, c'est de dire j'ai des idées de jeu et j'ai besoin de les quantifier. Un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure sur le Betis Séville, c'était autour de ça, et c'est de dire, voilà, dans un club ça va vite, c'est j'ai une idée sur le jeu, ben, comment on peut améliorer notre jeu dans les couloirs, ou comment on peut mieux utiliser le ballon dans l'espace de la profondeur. Ben, j'ai besoin de pouvoir créer des visuels et de pouvoir quantifier ça, de pouvoir savoir où nous on se situe par rapport à la fois au championnat et ce qu'on veut développer. Et c'était un peu le but de toute cette démarche-là. L'idée de la suite de cette présentation, c'est que j'aille brièvement vous expliquer quelques cas concrets qu'on a eu sur cette saison. Je ne sais pas si Mélanie, Sébastien, je suis dans le tempo là, je suis dans le timing, s'il faut que j'accélère un petit peu. Non, c'est bon. Ok. La première chose, c'était de vous montrer un petit peu ce enfin, de vous expliquer un petit peu l'apport qu'a peut avoir Data for Sport chez nous. Moi, il faut savoir que je suis sur la partie analyse, mais je suis plus sur la partie tactique. On a aussi un responsable performance au club, et lui, il est beaucoup plus sur la partie physique, gestion des charges d'entraînement, etc. Une démarche mutuelle qu'on a eue, lui et moi, et on s'est tous les deux rapprochés de Sébastien pour qu'il puisse nous amener une vraie plus-value. Et en fait, l'idée de prendre à la fois Data for Sport et à la fois Tableau, c'était d'aller dans une double démarche. Une démarche, comme je vous expliquais tout à l'heure, d'efficience rapide. Donc, on a profité de l'expertise de Sébastien pour qu'il puisse très rapidement et dès le début du championnat nous fournir des dashboards à la fois pour la partie monitoring, gestion des charges d'entraînement pour le responsable performance, et pour ma partie à moi, plutôt sur des rapports post-match. Donc moi, on a échangé pas mal avec Sébastien là-dessus. L'idée, c'était de vous dire que nous, depuis cette saison en Ligue 1, on a accès sur nos matchs à ce qu'on appelle des données de tracking, donc où la position des joueurs est référencée tous les dixièmes ou quarts de seconde. Et donc, ça fait des tas de données à traiter. Et ici, nous, en interne, on n'avait pas la capacité de les traiter, et en tout cas de les exploiter là où on voulait aller. Et on a aussi ensuite des données d'événements. Donc, c'est plus des données de jeu, les passes, les frappes, etc. Et on a besoin, nous, de pouvoir lier ces données de tracking et ces données d'événements pour, un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure, pouvoir créer des indicateurs spécifiques et personnalisés. Et là où Sébastien a su être à notre écoute, et il nous a aidé à aller là où on voulait, c'est que, par exemple, je me rappelle d'avoir expliqué à Sébastien un petit peu ma définition de qu'est-ce que c'est une passe qui élimine des joueurs. Et à partir de ma définition, il a pu, lui, arriver là où on voulait aller et créer un indicateur de joueurs éliminés, de défenseurs éliminés. Et ça, clairement, c'est des données qui sont disponibles nulle part, ou alors qu'il faut acheter très cher, mais qui ne sont pas de notre propre définition. Donc là, on est arrivé à avoir des indicateurs qui soient hyper personnalisés et efficients, et intégrés dans notre rapport post sur des éléments qui pouvaient être dynamiques, comme ce qui vous a été présenté en début de présentation. Donc, on a eu à la fois la capacité de gérer des données, d'intégrer les données de tracking, ce qui n'est pas du tout le cas dans tous les clubs en France aujourd'hui, et de pouvoir avoir des rapports qui étaient personnalisés, où on a mêlé des données physiques et des données techniques, et on est arrivé là où on voulait, et c'était très intéressant. Et la dernière chose, c'est qu'on s'était fixé pour objectif que tout ça soit efficient à la première journée de championnat, et ça a été le cas, et ça a directement permis de crédibiliser toute la démarche qu'on a pu avoir. La deuxième chose, c'est qu'on s'est rapproché de tout, et pour avoir une démarche qui était plus moyen, long terme, à travers des personnes au club qui pouvaient les utiliser. Et la partie tableau, moi, je la voyais plus sur ces autres thèmes, partie exploratoire, comme je vous expliquais avant, et sur ces domaines spécifiques, et sur l'optimisation de notre process en pré-match. Donc là, je vais vous montrer 3 cas d'usage assez rapidement de ce qu'on peut faire sur le travail exploratoire. Je vous ai dit, nous, ici, on a la tête dans le guidon, et on a du mal, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, à se sortir du match à match. National, par exemple, nous permettent de pouvoir prendre un petit peu de recul. Et tout le travail qui a été fait en amont sur les semaines et les mois avant, notamment par Thomas et Aurélien, sur l'outil Tableau, nous ont permis après, derrière, de
de sortir des bilans qu'on a pu voir avec le coach et le staff sur notre jeu. Il y avait X pages dans ces rapports-là. Je vous ai montré la plus simple je vous montre ici la plus simple, la plus basique. Cette saison, on a un jeu qui est plus basé autour de la possession et on a établi parmi les européennes. Ici, à travers cette présentation-là, on était dans le top 10 des équipes européennes qui avaient le plus le ballon. Voilà, c'est un constat, c'était établi. L'idée, c'était de pouvoir relier ça à un facteur qualitatif et de dire, OK, on a le ballon, mais est-ce qu'on est dangereux? Est-ce qu'on peut être un petit peu plus dangereux? Là, clairement, ici, le graphe nous montre qu'on a vraiment une marge à gagner pour aller se rapprocher des équipes plus efficientes sur le plan européen. Et on s'était fixé l'objectif, voilà, d'avancer et de se créer plus de grosses occasions. Les big chances qu'on voit là, c'est des grosses occasions de but. Donc, l'idée de tout ça, c'est d'aborder un visuel assez simple parce que c'est toujours pareil avec dans ce qui va être rendu au staff. Il y a tout le travail en amont. Mais nous, en tout cas, le staff, c'est un public qui n'a pas forcément l'habitude de recevoir des visuels, des données. Voilà. Donc, nous, on essaie de le rendre le plus lisible possible pour eux et qu'ils aillent directement à l'information pertinente en prenant du recul pour pouvoir évaluer la marge de progression. Et après, c'est toujours pareil. Moi, dans mon rapport, je n'ai pas mis que des stats. On en a beaucoup discuté. Mais moi, l'idée, c'est que ce soit toujours relié à la vidéo et à notre jeu. C'est quelque chose qui est très important pour nous pour qu'après, dans un second temps, tous ces constats-là qui sont faits autour des statistiques aient une finalité sur le terrain et qu'on puisse après le présenter aux joueurs parce que ça, derrière, in fine, il y a quelques informations de ce type de rapport-là qui est présenté aux joueurs lorsqu'on fait le bilan et ça parle toujours plus. Ici, je vous ai mis juste une simple image, quelques images de l'idée. C'est on a le ballon, mais on veut être beaucoup plus dangereux et en lien un petit peu avec ce que disait Sébastien tout à l'heure. Nous, ce qu'on disait, c'est que plutôt que frapper d'ici, on a peut-être d'autres solutions pour se rapprocher plus du but et avoir plus de big chances, plus d'occasions de but. Donc là, les images que vous voyez là, ce ne sont pas des big chances, ce ne sont pas des occasions de but, mais on aurait pu avoir moyen de les optimiser en se rapprochant plus de la surface, en donnant plus une dernière passe plutôt qu'une frappe. Ça, c'est vraiment un exemple qui est très vaste et pas hyper précis sur notre mode de jeu. Mais pour le coup, voilà, c'est des exemples de visuels qui sont assez simples à diffuser aux joueurs et que eux peuvent bien percevoir. Je pense que même un public qui n'est pas averti au foot peut comprendre l'utilité d'ici donner le ballon plus proche du but plutôt que de frapper. Et c'est un peu la finalité même si on a quelques idées parce qu'on voit les matchs évidemment et qu'on en fait des analyses, mais ici ça donne toujours plus de poids de relier la stat avec la vidéo et en fait finalement on boucle la boucle et c'est un peu l'idée qu'on avait ici. Ça, c'est sur le travail exploratoire plus sur notre jeu. Derrière, je vous ai dit, je peux être amené, moi, à monter, à aller voir Thomas, Aurélien ou autre, et leur dire, voilà, moi j'ai une problématique sur tel critère précis, et j'aimerais pouvoir le quantifier et le voir visuellement. Là, j'ai plein d'exemples sur tableau. Je vous en montre simplement un ici. L'idée ici, c'était de réussir à visuellement voir ce qu'apporte chaque passe. On fait X passes dans le match et nos défenseurs centraux, sachant qu'on a une possession qui est importante, nos défenseurs centraux sont amenés à beaucoup toucher le ballon et sachant qu'ils sont dans beaucoup de mouvements de lancement de nos actions offensives, l'idée c'est de voir est-ce qu'ils vont bien le faire ou pas, est-ce qu'ils vont jouer vers l'avant et de quelle façon, est-ce qu'ils vont jouer vers l'avant sur des simples passes courtes de 4-5 mètres ou est-ce qu'ils vont jouer vers l'avant sur des passes qui sont un petit peu plus longues. Et là, je vous ai pris l'exemple d'un match où on a nos deux défenseurs centraux avec un nombre de passes qui est similaire. Ils ont tous les deux effectué 50 passes dans le match. Par contre, on peut voir qu'il y a eu une efficacité qui a été totalement différente un et l'autre. Il y en a un qui a réussi à gagner 282 mètres par la passe et l'autre qui n'en a gagné que 11 et avec vachement de variété dans le match. Et l'idée, voilà, c'est d'arriver et de dire ici, visuellement, même si dans le match, on peut voir certaines choses, de le quantifier clairement et grâce à Tableau, ça a été, c'est hyper pertinent pour nous
Et ça donne encore plus, toujours plus de poids lorsqu'on va aller voir le joueur, que ce soit de façon collective ou en individuel. J'ai été amené cette saison à prendre en individuel certains joueurs qui sont à développer et de leur montrer ce type de graphe ou d'autres qui sont peut-être encore plus parlants pour eux. Mais quand ils se retrouvent devant le graphe, ils disent: ah ouais, d'accord. Ok, je comprends la marge que j'ai et je comprends ce vers quoi je dois tendre. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. On l'a fait avec les passes, on a fait avec le type de course avec ballon qui nous permettent de gagner des mètres, et on l'a fait avec pas mal d'autres indicateurs de notre jeu. Et c'est quelque chose dans ces demandes spécifiques qui pour nous est assez parlant et qui marche plutôt bien. Le dernier point, c'est l'optimisation qu'on avait nous dans notre rapport pré-match et d'observation de l'adversaire. C'est la première chose sur laquelle on s'est penché pour qu'on puisse gagner du temps et qu'on soit efficient, pareil, dès le début du championnat. Moi, ce que je faisais avant, c'est que j'avais différents providers et que j'allais piocher à droite à gauche dans tous mes providers, dans les sources de données qui me paraissaient les plus fiables. J'allais piocher, ok, tel provider il peut me donner accès à tel type de données, donc je vais regarder où est-ce qu'on se situe, où est-ce que l'adversaire se situe, etc. Et je passais quand même pas mal de temps à prendre des notes à droite à gauche et pour arriver à donner des informations pertinentes. L'idée, c'était qu'on puisse aller exporter cette saison tout d'une base de données et qu'on puisse aller mettre ça dans le tableau. Je vous ai montré un exemple, je vous mets un exemple ici. Ici, on joue Nantes, par exemple, le week-end prochain. Nantes qui est un club qui a changé d'entraîneur assez récemment. Donc vous avez vu qu'ici on a mis un filtre à partir de la 26e journée, enfin un filtre qui est modulable, mais ici c'est une capture d'écran, donc je vous ai mis la 26e journée. En l'occurrence, l'idée c'est qu'on aille de suite aux informations qui nous semblent les plus pertinentes. Donc à chaque fois, moi j'ai en visuel nous et l'adversaire, où est-ce qu'on se situe, où est-ce que l'adversaire se situe par rapport au championnat. Et les premières choses qu'on peut voir ici très rapidement sur le plan défensif, c'est que je pense qu'on a de grandes chances d'avoir le ballon ce week-end au vu du taux de possession qui est laissé à l'adversaire depuis que le nouveau coach est arrivé. Donc ça, on peut le voir ici. C'est l'équipe qui laisse le plus le ballon depuis que le coach est arrivé. Le PPDA, c'est une notion qui est un peu plus technique, mais c'est tout ce qui a trait aux actions qui sont effectuées dans les 40 mètres adverses. Donc là, on peut voir qu'il n'y a pas énormément de phases de pression. En tout cas, elles ne sont pas forcément maintenues dans le temps ou en fonction des matchs. Par contre, on sait qu'on peut avoir une vigilance accrue. Pourquoi? Parce qu'ici, on sait qu'ils sont dans le top 6-7 des équipes qui récupèrent le plus de ballons dans le tiers adverse. Donc peut-être qu'ils n'y sont pas allés énormément chercher à presser l'adversaire. Par contre, quand ils y sont allés, ils ont réussi à récupérer le ballon. Et après, à l'observation, quand on regarde les vidéos, effectivement, ils ont marqué des buts depuis qu'il y a ce coach-là sur des récupérations dans le camp adverse. Sur le plan offensif, on peut légitimement être amené à penser que, un petit peu en lien avec cette stat-là, que c'est une équipe qui va aller rapidement vers l'avant et qui va rapidement attaquer le but adverse. Mais on peut aussi être sensible à cette donnée-là et dire que c'est une équipe qui met pas mal de ballons dans le dos de la défense adverse. Et ici, il y aura toute une utilité à aller creuser un petit peu plus sur le plan individuel. Et ce type de rapport-là que vous voyez là, on l'a sur le collectif, mais on l'a aussi sur l'individuel. Là, est-ce que vous voyez toujours mon écran Est-ce que c'est toujours bon? Oui, on voit toujours ton rapport. Ouais, c'est bon. C'est bon, on Donc voit là, tableau. voilà, c'est le même rapport sur tableau. Donc, ce que je vous ai montré, c'était ce qu'il y avait ici, sur tout ce qui est classement. Mais après, on a essayé de le découper par données. Et l'idée, c'est que quand je vais cliquer sur Nantes, en l'occurrence notre adversaire, j'ai l'évolution des indicateurs au fur et à mesure de la saison. Et c'est pareil sur le plan individuel, ce que je voulais vous montrer ici. Les données, si je veux aller creuser un petit peu plus sur les throw balls ou sur des données défensives, j'ai à disposition la même chose sur où sont classés les joueurs du FC Nantes sur le plan défensif. Et j'ai rapidement l'occasion de voir les individualités qui impactent le plus dans tel ou tel indicateur. Donc ça, c'est quelque chose que j'utilise pas mal en pré-match
et qui a permis, plutôt que de passer du temps à droite à gauche, d'optimiser un peu tout ça. Je ne vous ai pas montré, mais effectivement, toutes ces données, voilà, elles sont ajustables par équipe, par match, par âge, si c'est l'individuel. Et si je vais ici sur Nantes, rapidement, je vais avoir les données à disposition qui vont mouliner. Et c'est quelque chose qui pour moi est assez pratique. Là, je vais le voir pareil sur les passes. Là, on peut aller, je peux mouliner comme je veux. Il y a toujours tout qui peut évoluer et qui est à améliorer. Mais c'était déjà un premier pas pour moi de pouvoir avoir ça à dispo et de pouvoir creuser comme je le souhaite. Le dernier point, et c'est pour un peu finir ma présentation, c'était d'aborder l'aspect utilisation pratique et l'aspect collaboration que nous permet à la fois Tableau et Data for Sport. Ici, c'est une photo de notre centre d'entraînement. Actuellement, moi, je suis dans ce bureau-là. Là. Je suis allé m'isoler. Mais c'est un peu comme c'est ici, nous, les analystes, donc les 3 analystes, Nathan, Thomas et Aurélien, sont sur la partie administrative, ici. Et moi, je suis dans le bureau staff technique, ici. Donc là où on est 6-7, on a le coach qui est au bout, dans un bureau à part. Et on est 6-7 personnes du staff technique avec le préparateur physique, l'entraîneur des gardiens, le responsable performance. Et on est tous dans ce bureau-là, dans un open space. L'idée, c'est qu'on puisse collaborer. Donc moi, Tableau, c'est Thomas, Aurélien essentiellement qui vont l'utiliser ici. Et je n'ai pas besoin d'aller me déplacer là-bas pour recevoir les dashboards ou peu importe. J'utilise Tableau Online, moi, dans ma partie. Et tout se fait en ligne. Et il y a une collaboration qui se fait de façon très pratique sans que j'ai à me déplacer. La deuxième chose, c'est que Tableau et Data for Sport, nous, on l'utilise dans notre bureau staff. Moi et le responsable performance. Et ça nous permet, nous, après, de pouvoir diffuser les informations à la fois aux joueurs qui sont basés ici et aux coachs sur des informations qui viennent de ce bureau-là et qui viennent aussi du terrain. Et c'est quelque chose qui est pour nous optimum, qui est toujours à développer parce qu'on est sur la phase 1 du projet. Et je pense qu'on va essayer d'aborder plusieurs autres étapes dès l'année prochaine. Mais c'était pour faire un tour d'horizon assez concis et rapide de comment on a pu progressivement essayer d'implanter les données sur la partie sportive et préparation de match. Merci Rudy. Est-ce que vous avez des questions? J'ai pas vu de questions encore pour le moment, mais si vous en avez, n'hésitez pas à le mettre soit dans le chat, soit dans la partie Q&A sur votre droite. Je pense que c'était plutôt complet. Sébastien, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Juste que merci Rudy pour la présentation. Je pense que vraiment le point clé que moi je retiens de ce qu'a dit Rudy, c'est que la donnée est vraiment là pour aider l'œil humain et pas pour le remplacer. C'est que c'est pas le rôle d'analyse vidéo sera jamais mis en danger par le fait que la donnée prenne de plus en plus de place. Au contraire, c'est vraiment là pour aider à filtrer ce sur quoi ce qu'il faut aller regarder, optimiser son temps. Et c'est hyper intéressant de le présenter comme ça. On a une question pour toi, Rudy. Sébastien de chez Oyonnax Rugby qui demande combien de temps est-ce que tu passes sur les stats pour préparer un match? Alors, comme je vous ai dit en début de présentation, on va dire que ça peut dépendre du calendrier. Clairement, sur la première partie de saison, lorsqu'on jouait tous les 3 jours, on a assez peu de temps. Et moi, clairement, je dispose de globalement 2 jours pleins pour préparer un match. Et ce que j'essaye à minima de faire, c'est de passer 4-5 heures. 4-5 heures sur le. C'est difficile de quantifier parce que ça, c'est ce que
c'est ce que je passe moi, mais il y a toute la partie préparation qui n'est pas faite par moi et qui est faite par Thomas et Aurélien, où ça passe un peu plus de temps. Il faut aussi penser qu'il y a Nathan, mon autre collègue, qui lui fait des stats plus spécifiques et qui va lui les rentrer à la main, donc des stats qu'on n'a pas à disposition par nos providers et qui va rentrer à la main. Il passe aussi pas mal de temps là-dessus. Donc il y a tout ce travail quantitatif qui est fait en amont et qui est difficile à rentrer dans cette case-là. Mais si on parle que de moi, je pense qu'entre la partie recherche, exploration et la partie comment dire, redistribution, parce que j'essaie de mettre en valeur les données que je souhaite mettre en valeur dans mes rapports. Donc il y a tout un travail de visualisation et à refaire derrière. Mais je pense que 4 ou 5 heures, ça peut être la bonne base sur 2 jours. Sur 2 jours, je pense que c'est une bonne base. Mais voilà, faut pas s'arrêter à ce chiffre-là parce que clairement, ça rentre dans un contexte qui est plus global. Julien Le Gavre qui te demande, déjà qui te remercie pour ces présentations et qui te demande comment s'est fait le choix de Tableau et si d'autres outils, est-ce que tu as testé d'autres outils? Pendant le confinement, je me suis attardé à regarder un petit peu Tableau et la concurrence. J'ai testé Power BI et j'ai testé Tableau. Et clairement, en fait, c'est en testant les deux, je me suis après, c'est plus personnel, moi. J'ai pensé que Tableau, c'était la façon, enfin, c'était ce qu'on pouvait amener au club qui serait le plus efficient, à la fois pour le côté intuitif que ça peut avoir et on avait besoin de ça au club et l'aspect collaboration. Après, c'est un peu la réflexion que j'ai eue. C'est un peu la réflexion que j'ai eue. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous utilisez pas mal cet aspect collaboratif de Tableau qui finalement donne un petit plus, en tout cas chez vous. Ce qui est intéressant, c'est que l'aspect collaboration, on l'utilise à la fois au sein d'une cellule. Donc, comme je vous ai montré, entre les 3 analystes et moi. Et c'est aussi au sein d'un staff. Donc, c'est aussi au sein d'un staff. Donc, clairement, tout bêtement, quand les joueurs ils sortent de séance, toutes les données sont à disposition à la fois sur Data for Sport et sur Tableau. Et ça, c'est diffusé sur des télés, c'est diffusé un petit peu partout, que ce soit dans le bureau du coach, que ce soit dans notre bureau Open Space. Et éventuellement, on peut aussi aller diffuser ça dans le vestiaire joueur, dans la salle de musculation. Et ça, c'est des choses qui sont intéressantes pour nous. Et cet aspect collaboration, on utilise pareil sur le recrutement. On commence à s'y mettre aussi un petit peu. Et que ce soit la partie scouting, le directeur sportif ou autre, disons, le directeur sportif notamment a un accès tableau et lui aussi va naviguer sur certains dashboards qui sont préparés. Donc voilà, c'est un petit peu sur toutes les strates du sportif au club et cet aspect collaboration-là, on le trouve vachement intéressant. Une autre question, donc une question de Jérémy qui nous remercie et Rudy qui te demande les coachs, est-ce qu'ils utilisent les dashboards tableau, que ce soit en post ou en pré-match, ou alors est-ce que tu leur fais une synthèse pour en ressortir les infos pertinentes? Il y a eu deux types de cas d'usage. Au tout début, on a diffusé les dashboards, notamment de Data for Sport, qui mêlent les données physiques et techniques sur la télé. Donc en fait, dès le lendemain matin, une fois que les rapports étaient publiés, on joue le match à 21h, le rapport est publié, on se réunit nous à 10h, le rapport il est déjà publié et il est déjà sur la télé, donc peu importe si on passe ou on passe pas devant la télé, on a l'occasion de les voir. Mais moi j'aime bien pouvoir faire un retraitement perso et pouvoir faire ressortir les infos que j'ai besoin de faire ressortir. Donc il y a un peu les deux aspects. J'aime bien pouvoir retraiter moi l'information et essayer de toujours en lien. Par exemple, si tu parles en post-match, je fais un rapport vidéo de match et il m'arrive, par exemple, sur le dernier qu'on a fait, les thèmes du jeu que je voulais faire ressortir dans le rapport vidéo étaient liés avec certains visuels stats qu'on a sortis de tableau. Donc en fait, il y a un peu les deux aspects. Donc ça, c'est moi qui ai retraité et qui ai amené des visuels dans mes vidéos et qui a amené le chiffre que je voulais montrer au coach et au staff à travers mes vidéos. Donc il y a un peu les deux, mais c'est aussi à dispo pour le coach
Et après, c'est toujours pareil, c'est en fonction de la sensibilité du coach à ce type d'outils et de sa volonté de passer du temps dessus. Il y en a, enfin, j'imagine qu'il peut y en avoir certains quand ils voient certains visuels qui soit n'ont pas envie de passer du temps dessus, soit ont juste besoin de recevoir l'information. Nous ici, sur les dernières années, là on en a un qui est réceptif et on en a eu un qui était vraiment plutôt autour de ça et qui avait la capacité de passer du temps sur tableau. Et quand on parle des données, quand je vous ai montré tout à l'heure les données du jeu, les données sur notre jeu, lui, il avait besoin d'aller voir sur tableau où on en était sur nos indicateurs de jeu. Et c'était pas forcément une surprise pour lui quand j'ai présenté ce rapport mi-saison parce qu'il avait vu des choses déjà lui en amont. Une deuxième question de Julien. Alors, des études pré-match, est-ce qu'il y a des études qui sont effectuées par tranche de match, par exemple 15 minutes par 15 minutes? Ça peut, oui. Ça peut. Moi, je suis pas hyper fan des buts par quart d'heure ou des occasions par quart d'heure. Je suis pas hyper fan de ça. Sur des événements qui arrivent assez peu dans un match. Par contre, ça peut nous arriver de le faire sur des métriques défensives, par exemple. On a par exemple un indicateur qui est les pressures ou les tacles, enfin, les pressions qui sont appliquées à un adversaire. C'est des événements qui arrivent pas mal de temps pas mal de fois dans un match. Donc là, j'y trouve un intérêt d'aller rechercher l'évolution de cette métrique-là au fur et à mesure du match. On le fait sur ça et on peut le faire aussi sur des notions de contexte plus globales. Est-ce que l'équipe est menée, pas menée au score? Ça, c'est des choses qu'on fait assez régulièrement. Et donc oui, on le fait, mais pas sur des indicateurs qui arrivent assez peu dans un match. Voilà, les buts et les occasions, je sais que ça peut se faire beaucoup, mais je ne suis pas hyper fan de ça. Et surtout, derrière, ça peut être amené à l'expérience, à des messages que moi, en tout cas, je trouve pas dangereux, mais qui peuvent être perçus dans le mauvais sens. Un exemple tout bête, c'est de dire attention, cette équipe-là, elle marque beaucoup dans le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps. Et des fois, en ayant cette info-là, c'est un message qui va être passé à la mi-temps par le coach. Attention les gars, faites attention, ils sont hyper dangereux sur le premier quart d'heure. Et le fait d'accentuer cette vigilance-là, des fois, ça peut être contre-productif. Et derrière, en post-match, putain les gars, je vous l'avais dit, et ils marquent beaucoup dans le premier quart d'heure, mais c'est pas forcément quelque chose qui sera, je trouve, pertinent. Par contre, de dire que c'est une équipe qui presse beaucoup dans le premier quart d'heure et ou applique beaucoup d'intensité sur le premier quart d'heure par la stat, mais au fur et à mesure du temps, cette intensité-là décline, je trouve ça peut-être un peu plus pertinent et ça peut après derrière rentrer dans un plan de jeu, même si on peut aller plus loin hein, dans une composition d'équipe et de dire voilà, on sait que par rapport à telle ou telle métrique, potentiellement, on peut avoir plus d'espace à exploiter sur le dernier quart d'heure ou sur les 30 dernières minutes du match. Donc peut-être qu'on va faire rentrer un joueur plus ou moins qui prend plus les espaces qu'un autre. Enfin voilà, ça peut participer à tout ça. J'ai une autre question d'Olivier. Est-ce que le besoin de montrer la vidéo à la métrique fut un choix individuel ou un choix de plusieurs personnes? C'est plus à l'usage et à l'expérience. L'expérience. C'est plus à l'usage et je trouve que ça a toujours. Enfin, là, pour le coup, c'est individuel, mais ça rentre dans le cadre d'une méthodologie qui est commune avec le staff. C'est de dire, je trouve que présenter des stats, il y a souvent un décalage, et ça, je me suis rendu compte, par exemple, tout à l'heure, je vous parlais du PPDA. Alors, je vais vous donner un exemple concret, je vous parlais du PPDA. Clairement, il y a certains joueurs, PPDA, ils ne savent pas ce que c'est, ils pensent plus que c'est Patrick Poivre d'Arvor que la métrique de pressing. Et ça, en fait, de dire aux joueurs, c'est l'équipe c'est une équipe qui a le plus haut PPDA du championnat. Il y en a certains qui vont être sensibles à ça. Ça peut être présenté de telle façon, ça peut être présenté dans le sens, attention, c'est une des équipes qui presse le plus du championnat. Mais je pense qu'on peut avoir un niveau supérieur en disant c'est l'équipe qui presse le plus du championnat. Regardez les images et derrière, ils ont récupéré beaucoup de ballons hauts et on le voit. Et en fait, c'est plus dans la façon de diffuser l'info. On est sûr de perdre, enfin, on est sûr. On limite la perte en tout cas sur la diffusion de l'information. Il y en a certains qui seront plus attentifs sur
en tout cas qui réceptionneront plus l'information si elle est présentée sous forme de stats, oralement dite. Il y en a certains qui réceptionneront mieux l'information sous forme de stats visuellement présentée par des schémas. Et il y en a certains qui recevront mieux l'information avec ces deux façons-là de faire, plus la vidéo derrière. Et il y en a certains qui percuteront qu'à la vidéo. Après, il y en a certains qui percuteront pas du tout. Mais dans tous les cas, on est sûr d'avoir limité la perte là-dessus. Et dans tous les cas, je pense que c'est en tout cas, personnellement, je trouve que ça donne toujours plus. Et puis, ça permet aussi de crédibiliser la stat qu'on va avancer. Il y a certains coachs, je vais leur présenter certaines stats individuelles ou collectives, et ils vont me dire, ouais, mais regarde ça, ouais, mais regarde ça, ouais, mais regarde ça. Finalement, là, en fait, entre la stat et l'image, c'est difficile de mentir, quoi. Et donc, du coup, voilà, c'est un peu cette réflexion-là qui a été faite. On va prendre une dernière question ou deux dernières questions et après on va repasser sur l'étape comme ça vous pourrez échanger. Quel travail, vidéo ou données ou les deux, fais-tu sur la partie entraînement? Sur la partie entraînement, sur la partie stats, je ne serai pas le meilleur pour répondre parce que on a un responsable performance et une autre personne qui bosse au quotidien là-dessus, sur tout ce qui est la partie monitoring, gestion des charges d'entraînement, le RPE, et toutes les données qui sont autour des charges d'entraînement. Donc ça, c'est plus eux qui le font. Sur la partie vidéo et plus tactique, ça nous arrive régulièrement d'aller filmer les séances, que ce soit par nos propres moyens caméra ou par des drones sur des séances qui sont plus tactiques. On a mis ça en place, donc derrière, bien évidemment, on fait des retours vidéo sur les séances. Vu que les joueurs sont équipés de GPS, on peut éventuellement avoir la capacité de sortir des XML et de les relier aux vidéos d'entraînement. Ça, c'est des choses qu'on peut faire. Donc là, pour le coup, on mêle le physique et le technique. Ces entraînements, dans la mesure du possible, lorsqu'ils sont filmés, ils sont séquencés. Donc clairement, ça permet aussi de gagner du temps, de produire certaines stats et certaines données aussi. Je peux être amené éventuellement à faire des stats que sur un joueur manuellement à travers l'outil SportCode notamment. Donc il peut y avoir des données techniques qui peuvent être extraites de l'entraînement et après dans un imaginaire dans la suite logique dans les prochaines années, les données de tracking qu'on a sur les matchs, elles pourront être aussi effectuées sur l'entraînement avec des caméras et un traitement derrière qui pourra nous permettre de le faire. Il y en a qui y arrivent déjà et nous, on aura la volonté de le faire dans les prochaines années. Justement, donc tout à l'heure, tu parlais de la phase du projet sur la saison prochaine et du coup, on te demande qu'est-ce que contiendrait cette deuxième phase? Qu'est-ce que toi, tu souhaiterais développer par la suite? On a déjà, comment dire, on a un besoin de développer sur plus de secteurs autour du sportif. Aujourd'hui, on a dans ce qui a été présenté par Sébastien en début de présentation, la data au niveau sportif. Il n'y a pas que l'aspect physique et tactique, préparation de match. Il y a aussi évidemment un très gros besoin autour du recrutement. Et c'est déjà, je pense, la première chose qu'on va être amené à développer dans les prochaines étapes. Donc clairement, que ce soit en matière humaine qui est dédiée à ça, ou en quantité de données qui sera allouée à traiter par ces personnes, on va avoir de vrais besoins autour de ça. Donc ça, c'est développer la partie recrutement liée aux data. Et après, nous, on va aller plus loin. Là, je vous ai dit une première chose sur l'entraînement. Il y aura d'autres secteurs. Et en dehors de ça, il y a aussi à améliorer la qualité de ce qu'on fait déjà. Et c'est toujours quelque chose de continu. On a la volonté aussi de travailler plus avec les données en live. Donc ça, c'est un domaine en live jour de match.
Donc ça, c'est un domaine aussi qui est comment dire, aujourd'hui difficile par rapport au type à la capacité qu'on a de pouvoir récupérer les données en live. Mais j'imagine que ça va être amélioré et on aura besoin d'avoir des types de projets, des types de projets autour de ça. Et après, derrière, moi, je trouve aussi qu'il y a la partie, on le fait un petit peu, hein, mais on n'a peut-être pas encore assez de temps de le faire. Mais on a parlé de tactique au sens collectif. Je vous ai dit que de temps en temps, j'intervenais sur l'endiv avec certains joueurs. Euh, voilà. Mais cette partie endiv, on a besoin aussi de la développer un petit peu plus. Et développement du joueur, comme ce qu'a présenté Sébastien tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on veut, en tout cas, on veut allouer plus de temps à ça et plus de répercussions derrière. Dernière question, et après on va passer sur les tables. Utilises-tu d'autres outils ou technologies, logiciels, langage, spécifiques ou non au sport pour arriver sur tes analyses? D'autres outils, les outils que j'utilise au quotidien, en dehors de ce que j'ai présenté là, on utilise Hudl au sens large du terme, donc, au sens large du terme, que ce soit pour séquencer les matchs, les coder, les redécrire, etc., les partager avec les joueurs. On utilise des outils d'habillage de nos vidéos, voilà, pour toujours pareil, que le message soit le plus efficient possible. Aujourd'hui, on a des séances vidéo qui sont collectives, on a certaines qui sont individuelles. On a des séances vidéo qui sont collectives avec des joueurs de différents âges euh, et surtout nationalités. Donc au final, le coach, il a besoin de faire passer son message oralement et visuellement. Et aujourd'hui, les outils d'habillage des vidéos, ils sont essentiels. Et en tout cas, ils occupent une grosse partie aussi de mon travail pour que c'est toujours pareil. Tout le travail qui est fait en amont, il n'a pas de sens s'il n'est pas bien reçu par en tout cas, les personnes qui doivent avoir le plus de répercussions sur notre objectif, c'est-à-dire gagner les matchs. Et au final, si on fait des séances vidéo ou des séances de présentation ou des séances indiv et qu'on a fait tout un travail en amont et qu'il n'est pas bien reçu, derrière, ça n'a pas de sens et on aura travaillé pour rien. Donc, clairement, les outils d'habillage des vidéos pour faire passer le message et optimiser la réception du message, c'est quelque chose qui est très important. Voilà. Super, merci beaucoup. Écoutez, je vous propose qu'on retourne sur les tables. Et puis comme ça, si vous voulez continuer les échanges avec nous, que ce soit Rudy, Sébastien ou moi-même, on est là pour y répondre. Donc je vous propose de se retrouver sur les tables. À tout de suite. Tout de suite.